Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Scolaire, l'émission issue du podcast Le Club Lecture. Cette série d'émissions, La Scolaire, s'adresse tout particulièrement aux étudiants et lycéens, puisqu'il s'agit d'analyser des œuvres classiques de la littérature et plus particulièrement celles au programme du baccalauréat de français en première. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce qui a tué Molière. Cette formule est évidemment exagérée, volontairement provocatrice. Elle s'appuie sur une rumeur au sujet de la mort du dramaturge Molière au XVIIe siècle. En effet, on a longtemps cru et prétendu qu'il était mort sur scène en jouant l'un de ses personnages les plus emblématiques, Argan, dans la pièce Le Malade imaginaire. C'est de cette œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. En réalité, Molière, pour la petite anecdote, est décédé quelques heures après, chez lui, mais il était effectivement extrêmement malade le jour de la dernière représentation du Malade imaginaire. Cette présentation se déroulera donc en 3 étapes dont le minutage est indiqué dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez n'en écouter qu'une partie, je vous conseille de vous y reporter. Je vous informe également que l'intégralité de ce podcast est également disponible sur la chaîne YouTube de ce podcast, Le Club Lecture. Je vais donc débuter par une présentation complète de la pièce avec une définition formelle du genre littéraire auquel appartient cette œuvre, la comédie-ballet, nous y reviendrons. Je vous proposerai dans cette partie de présentation également un résumé ainsi que différents focus sur des scènes clés, 4 scènes clés de la pièce. Dans un deuxième temps, je vous présenterai le contexte historique et culturel du Malade imaginaire, à savoir le théâtre du XVIIe siècle durant le règne de Louis XIV. C'est également dans cette partie contexte historique et culturel que vous retrouverez une petite biographie de Molière. Enfin, dans un troisième temps, nous nous interrogerons sur l'intitulé de ce parcours, le parcours qui est associé à l'œuvre dans les programmes du baccalauréat, spectacle et comédie. Je vais donc démarrer par le premier temps, la présentation de la pièce et le genre auquel appartient cette pièce. Le Malade imaginaire est donc une comédie-ballet. Une comédie-ballet, si on reprend la définition précise, c'est un spectacle total qui mêle théâtre, chant et danse. Nous avons donc 3 éléments artistiques différents qui sont imbriqués les uns dans les autres avec une cohérence et au service donc d'un triple plaisir du spectateur. Le spectateur apprécie le spectacle par les yeux puisqu'il voit les décors, les costumes, la danse, avec les oreilles puisqu'il entend la musique qui est composée ici par Charpentier et non pas par Lully, c'est important, j'y reviendrai par la suite. Donc après l'avoir apprécié par les yeux et par les oreilles, il l'apprécie également par l'âme et par le cœur, puisqu'il suit effectivement l'intrigue, l'histoire de la pièce. Si on décortique d'ailleurs l'appellation comédie-ballet, on voit bien que les 2 éléments sont tout à fait représentés. Une comédie, quelque chose de comique, on retrouve les caractéristiques habituelles de la comédie à la Molière. Alors une comédie à la Molière, c'est une comédie avec une dimension farcesque. Donc la farce a un genre très bas dans lequel on rit d'éléments scatologiques, d'éléments du bas corporel, un petit peu dévoyé, un comique un petit peu dévoyé. Donc une comédie à la Molière qui utilise des déguisements, repose sur des quiproquos, avec de l'exagération et une exagération aussi du ridicule de certains personnages. On pense ici à Argan, le personnage hypocondriaque du Malade imaginaire, mais aussi à Toinette, la bonne rusée qui manipule. Mais il faut également parler du deuxième mot-clé, comédie-ballet. Il s'agit donc d'un ballet, c'est-à-dire d'un spectacle de danse en chant et en musique. On comprend donc bien, lorsqu'on associe ces 2 termes, la volonté de Molière de proposer ce spectacle dont je vous parlais, qui est un spectacle total. Voyons maintenant comment cela se caractérise dans la pièce. Donc nous allons passer au résumé de la pièce. Alors, le Malade imaginaire est structuré de la manière suivante. Elle débute par un prologue, chanté et dansé. Ensuite, il y a 3 actes. Entre chacun de ces actes, il y a un autre intermède chanté et dansé. Cela donne prologue chanté et dansé, acte 1, composé de 8 scènes, puis intermède chanté et dansé, acte 2, composé de 9 scènes, un autre intermède toujours en chant et en danse, et enfin un 3e acte composé cette fois-ci de 14 scènes, et la pièce vient se clore sur un dernier intermède chanté et dansé. Donc vous le voyez, on remarque que les actes sont plutôt longs. L'acte 1 est composé de 8 scènes, l'acte 2 de 9 scènes, l'acte 3 de 14 scènes.
Et la comédie-ballet n'est composée d'ailleurs que de 3 actes. Traditionnellement, en comédie, on en trouve 5. Alors cela s'explique tout d'abord par une volonté de resserrer l'intrigue autour d'un nœud principal. Le nœud principal, c'est ici le mariage de Cléante et Angélique. Et aussi une volonté de ménager de la place dans le temps que dure une représentation. On ne peut pas faire durer une représentation pendant des heures non plus. Donc si on veut avoir de la place pour intégrer les intermèdes musicaux, il fallait enlever un temps, donc enlever certains actes. On a donc une comédie en 3 actes, avec des actes qui sont tout de même assez longs, entrecoupés d'intermèdes chantés et dansés. C'est en cela que l'on peut définir la comédie-ballet. Rentrons maintenant dans l'histoire plus précisément. Donc premier moment, le prologue. Il s'agit du premier ballet qui se déroule dans un décor champêtre, faisant référence à la mode pastorale. La pastorale, c'est un récit qui est très très en vogue au XVIIe siècle. Il s'agit de récits qui se déroulent dans un univers complètement idéalisé, avec des bergers qui ne travaillent pas, dans une nature luxuriante, magnifique, qui s'oppose donc totalement à la ville, à l'urbanisation et à la cour. Si vous voulez avoir une idée un petit peu plus précise de ce à quoi peut ressembler un décor de pastorale tel que l'utilise Molière dans ce prologue, je vous conseille d'aller voir les tableaux de François Boucher. Donc un premier moment de la pièce, je le disais, un ballet dans un décor champêtre sur le thème de l'amour. Ce moment permet l'expression de sentiments complètement idéalisés qui glorifient un élément. Alors ici, ce premier prologue n'est pas réellement lié à l'intrigue, au contraire, il permet de louer le roi. Donc de valoriser, de montrer son obéissance et son admiration pour le roi. Molière indique d'ailleurs dans un tout petit texte qui précède cet intermède, il indique que ce premier tableau a pour objectif de délasser le spectateur. Le mot délasser, je le prends, il n'est pas de moi, je le prends de Molière, et ça montre bien qu'il veut mettre le spectateur dans une bonne disposition avant de pouvoir passer à la représentation proprement dite de la pièce. Donc dès le prologue, en réalité, c'est ce qu'il faut retenir de cette analyse, dès le premier prologue, Molière nous indique l'objectif de ces comédies-ballets, à savoir distraire le spectateur. Cependant, nous verrons que cette pièce n'est pas exempte d'une certaine forme de réflexion. Il ne s'agit pas uniquement d'amuser la galerie. Le deuxième temps de la pièce, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, est donc l'acte 1. L'acte 1, c'est l'acte d'exposition. Alors je vous rappelle, un acte d'exposition étymologiquement exposer, ça veut dire faire apparaître. Donc c'est-à-dire que dans le premier acte, nous devons voir, en tant que spectateurs, les intrigues et les personnages qui évolueront dans le reste de la pièce. Alors dans la première scène, on a l'apparition du personnage principal, Argan, c'est celui qui donne son titre à la pièce, d'ailleurs ce fameux malade imaginaire. On le voit dans cette première scène compter ses dépenses de santé avec une litanie de chiffres qui nous montre bien l'excessivité de ce personnage qui confine en réalité à la folie. Donc dès la première scène, ce qu'il faut retenir, c'est que cette pièce est donc une comédie de caractère. Elle repose principalement sur la personnalité du personnage le plus important, son ridicule, ici l'hypocondrie d'Argan. Les scènes suivantes voient défiler tout un tas de personnages. Alors on découvre la servante d'Argan, Toinette, qui se fiche constamment de lui et de son hypocondrie, la fille d'Argan, Angélique, qui raconte son amour pour un jeune homme et sa volonté de l'épouser. Là apparaît donc le nœud de la pièce. Comment Angélique va-t-elle faire pour épouser Cléante ? Ensuite apparaît Bélinde, la femme d'Argan, dont le spectateur perçoit d'emblée la cupidité et le fait qu'elle déteste son mari. Elle n'est clairement avec lui que pour l'argent. Je vous propose un premier focus ici sur la scène 5. La scène 5 est caractéristique de la comédie de Molière puisqu'elle repose sur un quiproquo. Alors en latin, qui pro quo, cela signifie prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ici, le quiproquo concerne plus précisément l'identité du futur mari d'Angélique. En effet, Angélique annonce à son père avoir trouvé un homme parfait pour être son mari, elle l'aime, il l'aime, et son père lui dit qu'il veut la marier. Cependant, les deux pensent parler de la même personne. Argan dit à sa fille qu'il accepte qu'elle se marie. Ils pensent parler d'une certaine personne. Angélique lui dit qu'elle est ravie de se marier puisqu'elle a rencontré quelqu'un qu'il l'aime et qu'elle aime. Elle pense parler de la même personne que son père. En réalité, on comprend vite que les deux parlent de deux personnes différentes. Angélique parle de Cléante, tandis qu'Argan parle de Monsieur Diafoirius, le médecin,
qu'il a l'intention de faire épouser à sa fille. Le comique de cette scène repose donc à la fois sur la difficulté de communication entre les personnages, ils ne se comprennent pas en ayant l'impression de se comprendre, mais le comique repose également sur le décalage de connaissances entre les personnages et le spectateur. Le quiproquo est un dispositif habituel de comédie chez Molière et il est particulièrement plaisant pour le spectateur car il permet de faire ressortir le ridicule d'un personnage, ici Argan, qui est tellement obsédé par sa maladie qu'il veut que sa fille épouse un médecin. Le quiproquo permet aussi de conforter le spectateur dans une posture de supériorité par rapport au personnage de la pièce. Le spectateur sait que les deux personnages ne parlent pas de la même personne, tandis que chacun des personnages n'en sait rien. Le spectateur en sait plus que les autres. Après cette scène 5, je vous propose de poursuivre notre exploration du premier acte avec l'arrivée d'un notaire. Un notaire arrive qui propose à Argan et Bélinde une solution juridique pour que celle-ci touche l'argent d'Argan à sa mort. C'est dans cette scène que l'on comprend notamment combien Bélinde est stupide et cupide et intéressée. Et le premier acte se clôt avec une dernière scène qui renoue avec l'intrigue principale, à savoir le mariage d'Angélique, car on y voit Toinette qui promet à Angélique de lui trouver un stratagème afin qu'elle puisse épouser Cléante. Ce qu'il faut retenir de l'acte 1, c'est qu'il s'agit d'un acte d'exposition, puisque quasiment tous les personnages ont été montrés, le spectateur a compris leur relation avec le personnage central Argan et leur motivation, et l'intrigue principale a également été mise en place. Comment Angélique et Cléante vont-ils pouvoir se marier ? Après ce premier acte, il y a un intermède avec toujours une thématique amoureuse, puis on passe au deuxième acte. Dans le deuxième acte, la machination pour que Cléante puisse épouser Angélique se poursuit, sans que le spectateur ne sache encore la façon dont Toinette va s'y prendre. Cléante se fait tout d'abord passer pour le maître de musique d'Angélique, donc c'est ce qui se passe dans les scènes 1 à 5, et ce qui est très savoureux, c'est que c'est également à ce moment-là que le jeune homme qu'Argan destine au départ à sa fille arrive. Ce jeune homme, c'est Thomas Diafoirius, un médecin. On comprend alors très clairement que le père n'a aucun intérêt pour le bonheur de sa fille et qu'il veut seulement s'assurer par le mariage la présence d'un médecin à ses côtés. Je vous propose de nous concentrer encore une fois sur la scène 5. Alors nous nous étions concentrés sur la scène 5 de l'acte 1, nous allons désormais nous concentrer sur la scène 5 de l'acte 2. Cette scène propose un condensé du génie comique de Molière. On y voit Thomas Diafoirius échouer lamentablement à saluer chaque personne. Il se ridiculise à de multiples reprises en utilisant des formules de politesse qu'il récite par cœur, qui sont totalement inadaptées à la personne à qui il les adresse. Son père, le père de Thomas Diafoirius, prend la parole pour exposer sa conception de la médecine. Le spectateur comprend qu'il s'agit d'une conception qui repose sur un conservatisme important, un refus total des évolutions scientifiques, ce qui indique sa stupidité. Exemple tout simple, le père de Thomas Diafoirius, médecin, refuse le concept de circulation du sang. On sait aujourd'hui que ce concept est totalement avéré, ce n'est plus d'ailleurs un concept, c'est un constat scientifique, le sang circule dans le corps. Thomas Diafoirius refuse totalement d'y croire, il indique qu'il est dans le refus total de cela, ce qui indique donc sa stupidité totale. Par ailleurs, la scène repose sur un dispositif de double plan. Sur un plan, on a Thomas et son père avec Argan qui échangent, et sur un deuxième plan, il y a Cléante et Angélique. Tout ce petit monde est présent dans la même salle, et Cléante et Angélique sont sommées de donner un petit spectacle d'opéra, puisque, je le rappelle, Cléante se fait passer pour le maître de musique d'Angélique, et ce petit spectacle d'opéra est d'autant plus drôle qu'il leur permet de se rapprocher physiquement. La scène se caractérise donc par une double tonalité, à la fois comique par le ridicule de Thomas, la folie d'Argan, et lyrique par l'opéra pastoral à double sens, j'y insiste et je vous conseille d'aller relire cette scène 5, acte 2, opéra pastoral à double sens que chantent Cléante et Angélique. Je reprends mon déroulement de l'acte 2, l'acte se poursuit avec le départ des deux médecins, donc Thomas et son père. Béline revient sur le devant de la scène et défend la volonté d'Argan de faire se marier Angélique et Thomas. S'ensuit alors une scène par ailleurs très intéressante, je m'y concentrerai pas mais je vous conseille d'aller la relire, puisqu'il s'agit d'un débat entre Angélique et sa belle-mère sur la liberté de choisir son mari. Angélique professe une liberté totale, Béline estime qu'Angélique doit se conformer à la volonté de son père. Ce thème de la liberté dans le mariage est un thème récurrent chez Molière et on le retrouve dans de nombreuses de ses pièces comme
l'école des femmes notamment, que je vous conseille d'aller lire. C'est un très bon complément à la lecture du Malade imaginaire. Ensuite, Angélique, évidemment très énervée, quitte la pièce et Béline révèle alors à Argan qu'elle a vu Angélique avec un homme dans sa chambre. Alors je vous rappelle juste à ce moment-là que la pièce date donc du XVIIe siècle et la réputation des jeunes filles tient principalement à leur absence de contact avec le sexe opposé. Béline, lorsqu'elle dit ça, c'est très bien qu'elle met Angélique en porte-à-faux, qu'elle révèle un secret et qu'elle la déshonore aux yeux de son père. C'est totalement sa volonté. Béline n'est pas du tout un personnage sympathique dans la pièce. À ce moment-là arrive le frère d'Argan, Bérald, que nous n'avons pas encore rencontré. C'est assez intéressant de voir qu'un nouveau personnage arrive à l'acte 2. Et Bérald indique avoir trouvé, lui aussi, un bon parti pour Angélique. Donc là, comique total, puisque tout le monde semble se mêler de la vie amoureuse d'Angélique sans qu'elle n'y ait rien à redire, et l'acte se clôt sur le refus d'Argan d'entendre son frère. On retiendra donc de cet acte 2 qu'il est l'acte où les personnages, cette fois-ci, déploient leur personnalité. Nous avions un premier acte d'exposition où on nous présentait les choses. Ici, on rentre en profondeur, on analyse la personnalité de ces personnages. Il s'agit en réalité de personnalités totalement superficielles, puisque ce sont des personnages types totalement stéréotypés que Molière utilise dans un objectif comique. Béline, la femme intrigante, Argan, le fou obsédé par sa santé, Lady Aquarius, père et fils, médecin stupide, et Angélique, qui est un personnage par ailleurs extrêmement intéressant, puisqu'on la pouvait croire la simple jeune fille vertueuse issue de bonne famille dans le premier acte, et on comprend dans ce deuxième acte qu'elle est en réalité moins docile qu'il n'y paraît, puisqu'elle s'élève à 2 reprises contre sa belle-mère. On a ensuite un deuxième intermède qui représente le spectacle auquel Bérald emmène Argante. Donc c'est une thématique orientalisante très en vogue au XVIIe siècle. Nous arrivons donc au 3e et dernier acte de la pièce, celui dans lequel les intrigues doivent se résoudre. Alors l'intrigue principale, c'est donc celle, comme nous l'avons dit, du mariage de Cléante et d'Angélique. Mais il y avait aussi une intrigue secondaire qui est le stratagème de Béline pour mettre la main sur la fortune d'Argan. Et c'est aussi d'ailleurs dans ce 3e acte que la ruse de Toinette pour résoudre l'intrigue principale, mariage de Cléante et d'Angélique, va se révéler. Je vous propose de nous concentrer cette fois-ci sur la scène 3, acte 3, que je vous encourage à relire, mettre ce podcast sur pause pour aller relire cette scène. C'est une scène donc très importante puisqu'il s'agit d'une scène de débat entre Argan et Bérald, le frère d'Argan, au sujet d'une thématique, la pertinence de la médecine. Cette scène est majeure car elle révèle la position de l'auteur, de Molière dramaturge, sur les débats contemporains. Selon Bérald, qui est le porte-voix de l'opinion de Molière, la médecine n'est pas pertinente pour soigner les hommes car elle s'est coupée de la nature, que les médecins ne sont pas des savants qui réfléchissent mais des marionnettes qui répètent les mêmes gestes et connaissances depuis toujours. Bérald parle de la pratique de la médecine comme d'un roman de la médecine. Le terme roman nous montre bien que selon lui, la médecine se place du côté de la fiction et non pas de la science. Pour soutenir son propos, il propose même à Argan d'aller voir, je cite, une de ses comédies de Molière. Molière fait donc référence à lui-même au sein de sa pièce par la voix d'un personnage. Des comédies de Molière à propos des médecins, il y en a en réalité beaucoup. En vrac, Le médecin volant, Le médecin malgré lui, L'amour médecin ou encore Monsieur de Pourceaugnac. En faisant référence à son propre théâtre alors qu'on est dans une œuvre de fiction, Molière opère ce qu'on appelle une métalepse, c'est-à-dire qu'il fait référence à un élément de la réalité, des pièces qu'il a vraiment écrites, qui ont vraiment été représentées, à l'intérieur d'une histoire qui est elle totalement fictionnelle, celle du malade imaginaire. L'acte 3 se poursuit par l'arrivée de Toinette, déguisée en médecin. Elle fait croire à Argan qu'elle est un médecin renommé et qu'il est malade, non pas du foie comme lui ont indiqué les précédents médecins, mais du poumon. Et on trouve là l'un des passages les plus connus de la pièce, où le dialogue entre Argan et Toinette est répétitif, ce qui engendre du comique. À chaque symptôme que lui annonce Argan, Toinette, faux médecin, répond la même phrase, le poumon. Dans cette scène, le talent de l'actrice est évidemment majeur, puisqu'elle doit faire varier les intonations pour faire apparaître le comique de ce passage. Toinette médecin sort, Toinette servante revient, elle et Bérald tentent alors de faire comprendre à Argan qu'il ne doit pas faire confiance à Béline, qui n'en veut qu'à son argent. Toinette propose donc à Argan de se faire passer pour mort afin qu'il constate la réaction de Béline. Il accepte. En apprenant la mort de son mari, Béline exulte. Elle dit à Toinette d'aller récupérer tous les billets et tout l'argent dont dispose Argan.
Argan révèle alors qu'il n'est pas mort, ce qui déclenche la fuite de Béline. Ce qui est très intéressant, c'est que la même scène se répète avec Angélique, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une réaction de joie, comme ça avait été le cas de Béline, mais de tristesse totale, et cela permet donc de révéler l'amour qu'Angélique porte à son père. Argan ouvre donc les yeux et accepte qu'Angélique épouse Cléante, tout est bien qui finit bien. Ce qu'on retiendra du troisième acte, c'est qu'il s'agit donc de celui de la résolution. L'intrigue principale du mariage et l'intrigue secondaire avec Béline s'achèvent bien. Et cette fin positive, agréable, est une caractéristique des comédies. Une comédie à la Molière se termine bien. Après cet acte 3, il y a le dernier intermède qui a une forte tonalité comique puisqu'à la différence des deux autres que nous avions, il s'agit d'une cérémonie burlesque, ridicule, durant laquelle Argan est ordonné médecin à sa plus grande joie. Pour conclure sur ce résumé, comme je vous l'indiquais, ce qu'on retiendra, c'est plusieurs points. Le Malade imaginaire est une comédie ballet qui mêle donc chant, danse et théâtre. Elle allie satire des médecins, satire sociale et divertissement. On retient 3 scènes majeures. L'acte 1, scène 5, qui est la scène du quiproquo entre Angélique et Argan sur l'identité du futur mari d'Angélique. L'acte 2, scène 5, sur le ridicule des médecins avec la discussion entre les deux Diafoirius et Argan. Et l'acte 3, scène 3, avec le débat de Bérald et Argan sur l'intérêt de la médecine. Maintenant que vous maîtrisez l'intrigue du Malade imaginaire, ainsi que les personnages et enjeux qui sous-tendent la pièce, je vous propose de nous intéresser au contexte historique et culturel de cette pièce. Pour ce qui est du contexte historique, cette comédie date de 1673, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XVIIe siècle, durant le règne de Louis XIV, dit le Roi Soleil. À ce moment-là, le royaume connaît une centralisation sans précédent, avec la présence de la cour à Versailles, et non plus au Louvre et au Palais Royal, et un essor économique très important qui augmente la réputation et le prestige du roi. Politiquement parlant, c'est une période où l'absolutisme est à son apogée. Je rappelle, on parle d'absolutisme pour faire référence au fait que tous les pouvoirs sont réunis en une seule personne, à savoir Louis XIV. Ce contexte historique a donc forcément des conséquences sur l'essor culturel de la France. Je passe ici au contexte culturel. Dans tous les arts, c'est le mécénat royal qui donne le ton. Le mécénat royal, c'est un système de rémunération mis en place par le roi, où des pensions, c'est-à-dire des sommes d'argent, sont données à différents artistes pour qu'ils puissent créer des œuvres en tout genre. Cependant, comme vous le comprenez très bien, ces pensions sont octroyées directement par le roi ou par des nobles. On parle donc de pensions royales ou de pensions nobiliaires. Si ces pensions sont données par le roi et les nobles, c'est que les œuvres doivent donc faire la louange du roi ou de sa famille. Dans le Malade imaginaire, cela apparaît dans le prologue qui loue les victoires militaires de Louis XIV. Louis XIV subventionne aussi bien les comédies que les comédies de Molière ou bien les tragédies de Corneille et Racine, mais aussi des spectacles musicaux, ceux de Perrin ou ceux de Lully. On notera par ailleurs que Molière a été subventionné pendant longtemps par le frère du roi. C'est grâce à lui que Molière est revenu à Paris et qu'il a obtenu de l'argent pour payer ses comédiens et comédiennes ainsi qu'une salle pour répéter. On retiendra donc qu'au niveau du spectacle vivant, le XVIIe siècle a été un moment d'intense création de spectacles, encouragé financièrement et idéologiquement par le roi Louis XIV, qui a lui-même dansé dans certains spectacles. Le château de Versailles était un grand lieu de réception, le roi organisait des représentations pour y montrer son pouvoir, sa richesse et pour divertir les nobles. Les pièces de Molière y étaient régulièrement représentées, tout comme les créations musicales du compositeur Lully. Les deux hommes ont d'ailleurs régulièrement collaboré pour donner des comédies-ballets, comme Le bourgeois gentilhomme, Monsieur de Pourceaugnac, Le mariage forcé, Le Sicilien, Les amants magnifiques. Ils participent donc ensemble à l'essor d'un nouveau genre de spectacle, mêlant théâtre et musique. Certes, la comédie-ballet, mais aussi l'opéra. Cependant, la compétition fait rage à la cour du roi Soleil et en 1672, Lully parvient, en intriguant auprès du roi, à récupérer pour lui seul l'autorisation de proposer des représentations musicales à Versailles.
Le Malade imaginaire est donc créé 1 an après, comme vous l'avez noté. L'autorisation de Lully est obtenue en 72. Le Malade imaginaire est créé en 73. Le Malade imaginaire n'est donc pas représenté à Versailles. Il est monté dans une salle à Paris. Mais alors, comment Molière est-il parvenu à approcher d'aussi près le roi ? Quel est l'itinéraire de cet homme ? Je vais vous le présenter en vous faisant une rapide biographie de cet auteur qui pourra vous resservir lors de vos différents exercices au lycée ou à l'université. Molière, de son nom complet Jean-Baptiste Poquelin, est né en 1622 à Paris, dans une famille bourgeoise. Il entre au collège de Clermont, qui est maintenant le collège Louis-le-Grand, où il apprend les mathématiques et la littérature. C'est notamment là-bas qu'il se prend de passion pour le théâtre. Il rencontre quelques années plus tard une famille de comédiens qu'il décide de suivre. Tous fondent ensemble la troupe qui s'appelle la troupe de l'Illustre Théâtre et ils partent en province faire fortune en représentant des farces dans les différentes foires. Ils reviennent plus de 15 ans plus tard à Paris, sous la protection du prince de Conti puis du frère du roi, Philippe d'Orléans. La troupe joue alors devant Louis XIV, tout d'abord une tragédie qui ne rencontre absolument aucun succès, puis une comédie qui quant à elle fait un triomphe. Louis XIV octroie alors à Molière et à sa troupe une salle, et il se spécialise dans la comédie. Ayant de plus en plus les faveurs du roi, Molière s'octroie des libertés dans le choix de ses sujets, notamment des sujets religion, et il devient de plus en plus acerbe contre les puissants. Il doit néanmoins se conformer à la censure et doit parfois modifier certaines de ses pièces. Il poursuit tout au long de sa vie son écriture et ses représentations, puis en 1673, lors d'une représentation du Malade imaginaire à Paris, il s'écroule sur scène et meurt quelques heures plus tard. Après cette présentation de la pièce, des contextes et de l'auteur, je vous propose de nous concentrer pour terminer sur l'intitulé du parcours, spectacle et comédie, dans lequel s'inscrit votre étude au lycée de cette pièce de théâtre. Le premier mot, spectacle et comédie, est donc le mot spectacle. Spectacle, étymologiquement, ça vient du latin, spectaculare, qui signifie montrer, offrir à la vue, représenter devant un public. Un spectacle, c'est donc l'ensemble des éléments qu'on montre au public. Le deuxième mot, comédie, renvoie à une pièce de théâtre qui vise à faire rire. Il s'agit d'un sous-genre du texte théâtral qui utilise le comique. Si on associe les deux termes, spectacle et comédie, nous pouvons donc nous poser la question suivante. Comment Molière rend-il la comédie spectaculaire ? Si je reformule, comment Molière associe-t-il le comique à la dimension spectaculaire de la représentation ? Plusieurs éléments de réponse. Premier élément, les décors. Deuxième élément, la musique et la danse. Troisième élément, le comique. Je vais revenir sur chacun de ces éléments. Tout d'abord, les décors. Il est important de comprendre qu'il y a un changement de décor entre chaque acte et que entre les actes et les intermèdes, il y a une alternance entre un décor d'intérieur, la pièce se déroule chez Argan, à l'intérieur de sa demeure, et un décor d'extérieur, puisque certains des intermèdes se déroulent, comme je l'ai précisé au début de cette émission, dans la campagne. En effet, le premier prologue se déroule, je cite la pièce, dans un décor champêtre. Un autre prologue qui a été ajouté à la pièce 1 an après, en 1974, indique que ça se déroule, je cite, dans une forêt. Tandis que l'acte 1 se déroule dans la chambre d'Argan et l'acte 2 et l'acte 3 ainsi que le dernier intermède se déroulent dans le salon d'Argan. On a donc de nombreux changements de décor, ce qui implique au XVIIe siècle un budget conséquent et on voit donc par là la volonté de Molière d'impressionner le public. Il donne à la représentation de sa comédie une dimension spectaculaire. Il y a ensuite les éléments de musique et de danse qui rendent la pièce spectaculaire. Molière propose en effet une comédie ballet où, en plus de l'histoire propre à la pièce, on a des intermèdes chantés et dansés qui sont intercalés entre les actes. Il y a donc un travail sur la musique qui est composé par Charpentier, ainsi que sur les chorégraphies et sur les costumes. Tous ces éléments contribuent à rendre la représentation très riche. Elle lui donne un faste, un brillant, un lustre qui lui donne une dimension spectaculaire. La comédie ballet, c'est donc un spectacle fastueux.
Cependant, ce n'est pas un spectacle qui laisse de côté la dimension comique. Troisième élément de l'analyse de cet intitulé spectacle et comédie, la présence à l'intérieur de cette représentation très fastueuse du comique traditionnel. On peut voir plusieurs formes de comique dans la pièce, donc le comique le plus évident va être le comique de caractère. Le comique de caractère, c'est lorsqu'on a un personnage caricatural et qu'on peut observer tout un tas de comportements qui lui sont associés, qui sont tirés à leur extrême. Le titre, le malade imaginaire, groupe nominal, témoigne d'emblée de cela. On a un personnage, donc un malade imaginaire, ici arrogant, qui est exagéré vers la folie de son hypocondrie. Et cela apparaît dès la première scène avec la tirade où il fait le décompte de ses dépenses de santé. Cela apparaît également dans la scène 5 de l'acte 2 avec l'arrivée des médecins Diafoirus qui sont d'un grand ridicule. Il y a également un comique de mots avec de nombreux jeux de mots dans la pièce, surtout pris en charge par Toinette. On voit avec différentes de ses répliques dans la pièce que le nom des médecins la fait beaucoup rire. En effet, l'un des médecins est nommé Fleurant. Alors, le verbe fleurer au XVIIe veut dire sentir. Ce qui est très comique, c'est que ce médecin ne sent rien, puisqu'il ne voit pas les mots d'Argan, il ne voit pas que ces mots ne sont pas physiques, mais psychologiques. Dans la scène 2 de l'acte 1, Toinette se moque ouvertement des noms de ces médecins. On a enfin un troisième type de comique, qui est le comique de situation, c'est-à-dire la présence de situations ridicules ou de situations d'incompréhension entre les personnages. On en avait un exemple, nous l'avons déjà dit à la scène 5 de l'acte 1, avec le quiproquo sur l'identité du futur mari d'Angélique. Nous avons également un autre exemple à la scène 5 de l'acte 2 cette fois-ci, avec le double sens de la pastorale chantée par Angélique et Cléante. Ils semblent chanter un opéra tout à fait innocent, mais sont en réalité en train de se déclarer leur amour à mots couverts. En conclusion, pour répondre à la question « Comment Molière associe-t-il le comique et la dimension spectaculaire de la représentation ?», nous pouvons dire que c'est le genre de la comédie-ballet et les extravagances qu'elle permet dans la représentation qui rendent cela possible. Le Malade imaginaire est un spectacle total qui regroupe différents arts du spectacle, théâtre, chant, danse, costume et décor. Et on retrouvera tout ça un siècle plus tard, au XVIIIe, avec le genre de l'opéra comique. Très rapidement, que retenir de cette présentation du Malade imaginaire de Molière ? Premier élément, c'est une comédie-ballet du XVIIe siècle. C'est un spectacle total qui mêle différents arts. C'est une réflexion sur la folie. On remarque un usage de différents types de comiques autour d'un principal, le comique de caractère, une caractéristique des pièces de Molière. Cette émission a été préparée à l'aide des ouvrages suivants. Le Malade imaginaire en édition Petit Classique chez Larousse et Le Malade imaginaire dans l'édition Classique et compagnie chez Hatier. Je vous conseille ces deux éditions qui contiennent des dossiers thématiques, des glossaires et des points de contexte qui sont très utiles pour comprendre l'œuvre. Également à l'aide de l'ouvrage L'histoire du théâtre dessiné d'André Degaine, qui propose une histoire totale du théâtre de la préhistoire à nos jours en faisant des focus sur certains auteurs, notamment Molière. Et l'Atlas Molière de Clara De Alberto et Julien Grandin ainsi que Christophe Cheuet qui regorge d'informations sur la vie de Molière, l'écriture de ses pièces. Pour poursuivre votre découverte de Molière, je vous conseille deux autres de ses pièces. L'École des femmes qui vous permettra de découvrir une autre facette de la comédie de Molière. Il s'agit d'une satire non plus de caractère mais sociale avec une réflexion sur l'éducation féminine et la pièce du Tartuffe, T-A-R-T-U-2-F-E, qui explore la place de la religion et la façon dont elle est liée aux apparences dans la société du XVIIe. J'espère que cet épisode vous a été utile et qu'il vous accompagnera durant votre année de première et vos révisions du baccalauréat de français. Prochainement, je publierai un épisode sur le vocabulaire d'analyse d'un texte théâtral afin de vous aider à mieux vous exprimer avec plus de précision lors de votre oral de français. Vous trouverez également sur la page du podcast plusieurs épisodes consacrés aux autres œuvres
au programme du baccalauréat de français en première. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast Le Club Lecture qui est disponible sur Spotify et YouTube. Je vous souhaite bon courage dans votre travail et bonne lecture.